Bonsoir tout le monde, bonsoir Chantal, Bonsoir. bonsoir Marianne et à tous ceux qui sont connectés actuellement. Donc le thème d'aujourd'hui c'est féminisme africain au pluriel quand l'habitus et l'âge sont mêlés. Et justement pour discuter de cette question principale, suivie d'autres petites questions tout autour, nous avons le docteur, je vais dire la docteure, Chantal Médier-Abessolo, chercheur au CNRS à Libreville et docteur en sciences politiques. Nous avons aussi Mariam Cissé, Mariam Makalou Cissé, diplômée de sciences politiques, master en sciences politiques, gouvernance internationale. Et puis Manuela qui va nous rejoindre tout à l'heure, Descoline Manuela Bomata, qui est diplômée de Sciences Po Paris. Et moi-même, docteur en sciences politiques, et puis enseignante-chercheur, maîtresse de conférences assimilées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà. Et donc, ce webinaire va durer 1h30. En premier, on aura l'intervention de la docteure Chantal. Ensuite, on aura Mariam Cissé et puis Manuela Bomata et moi-même. Donc, chaque intervention durera 10 minutes, on va dire, et puis après, on aura quelques questions et puis on va discuter aussi du thème en général et des questions et que nous avons reçues. Les autres n'ont pas eu encore écho. Alors, Chantal, on t'écoute, c'est à toi. Alors, juste comme une motion, le procédé, vraiment, c'est que je m'exprime sur la thématique Oui. À volonté, enfin, dans les limites des 10 minutes. Oui. Ou est-ce qu'il y a un canevas, un créneau Tu fais comme tu veux sur le thème général dans les 10 minutes, si ça peut te prendre les 10 minutes. Sinon, après, tu peux faire moins de 10 minutes, laisser la parole à Marielle. Et puis après, dans tous les cas, on reviendra sur toi une deuxième fois, une troisième fois, quand on aura l'heure et demie. D'accord, je te remercie. Eh bien, mesdames, chers collègues, chères sœurs, le thème que nous avons aujourd'hui présente pour moi un intérêt majeur du fait c'est l'un de ces thèmes qui défraie la chronique en Occident, alors que chez nous, les mêmes causes, les mêmes, on va dire, le même profil, les mêmes individualités peinent ou à voir mettre en place ou à mettre en place à la fois des termes de débat, mais aussi une prise en charge réelle. Alors, pour être concrète, je dirais que la question d'entrée, c'est de savoir s'il existe un féminisme africain. Parler de féminisme africain suppose au moins deux choses. Est-ce que c'est un féminisme qui existe dans la sphère géographique africaine ou est-ce que c'est un féminisme qui a des relents qui sont propres à l'espace toujours géographique? Donc, la dimension spatiale, elle est majeure, ce qui suppose pour nous, nous sommes tous de la partie, que la méthode de travail ici, c'est la comparaison, hein, comme en sciences politiques. Nous comparons donc l'Afrique à, on va dire, non pas forcément l'Europe, mais il est plus aisé de dire l'Occident, puisque les Américaines, les anglo-saxonnes et les françaises ont des points sur lesquels ils trouvent. Et j'indiquerai donc je vais répondre oui avant de développer. Je réponds oui d'abord et puis je développe ensuite. Il me semble qu'il existe un féminisme africain
Alors, pluriel, j'apprécie ce complément. Parce que si on part du postulat que par définition, on entend par féminisme la prise en charge des aspirations des femmes, ou en tout cas un mouvement social dont l'objet est l'émancipation, voire l'extension des droits des femmes en vue, alors j'aime moyennement l'idée d'égalisation, en vue en tout cas de réduire les déséquilibres hommes-femmes. Comment ne pas accepter que dans notre espace géographique caractérisé par des réalités historiques et sociologiques propres, qu'il n'existe pas effectivement des revendications qui sont associées à notre qualité d'Africaine. Donc, effectivement, si l'objet est de s'opposer à la violence, hein, c'est Butler d'ailleurs, Judith, qui évoque ces termes-là, si l'objet qui a fait le trouble du genre, hein, pour parler de son apport majeur, si l'objet est de s'opposer à la violence à l'égard des femmes, aux inégalités par rapport aux hommes qui frappent particulièrement les femmes, et bien à partir de ce moment-là, on va tout à fait tomber d'accord que nos versions sont, comment dire, le féminisme est contextualisable en Afrique. Je prends pour exemple le domaine, justement, le regard politologique, pour indiquer que les conditions souvent d'émergence du féminisme sont majeures. Lorsqu'on regarde le féminisme, je vais dire européen en général, mais français en particulier, même si je vais élargir à Astel, à Mary Astel, hein, qui va tacler John Locke sur sa perception justement de la prégnance de l'homme, effectivement, par rapport à la femme. Que je prenne Astel, que je prenne Olympe de Gouges, qui, elle est française, ou même, alors j'ai du mal, Wollstonecraft, toutes ces trois féministes qualifiées d'universalistes se rejoignent sur les conditions des idées et des traitements des femmes autour de la Révolution française. Donc, les conditions d'émergence sont celles d'un traitement, par exemple, de la non-reconnaissance, de la contribution des femmes politiquement parlant, qui s'est traduite par la non... je mets de côté le code Napoléon de 1804 qui va carrément considérer qu'on peut consigner juridiquement l'infériorité de la femme. Mais bien avant, depuis la Révolution, les femmes s'insurgent sur le fait qu'elles participent autant, mais qu'elles ne sont pas prises, que leur suffrage, voilà, le mot est lâché, que leur suffrage n'est pas pris en compte, que leur citoyenneté, voilà, fait l'objet d'un traitement de seconde zone. Et si on prend ce contexte originel, quand on le ramène chez nous, nous ne sommes absolument pas concernés par ces réalités, puisque dans notre malheur, eh bien, la décolonisation nous a offert dans un emballage cadeau une citoyenneté inclusive. Si vous regardez de la loi Lamine-Gay, non, je parle même du code de l'indigénat, à la loi Lamine-Gay, en passant par tout ce que la loi cadre Gaston Defferre va mettre en place pour nous faire sortir du tunnel de l'obscurantisme, entre guillemets, vous verrez que les hommes et les femmes ont un traitement, sur le papier en tout cas, égal. Donc, nos conditions, ce sont celles-là, elles sont en lien avec la colonisation, la décolonisation et des réalités qui ne sont pas les réalités de la Révolution, fût-ce un autre grand moment historique. Bien sûr, c'est sans doute à partir de... Bien sûr, les inégalités demeurent, mais vous voyez qu'il y a cette spécificité bien africaine, je parle bien des États, des anciennes colonies, mais pas que françaises d'ailleurs, même si après les réalités vont être distinctes entre... Au-delà de la définition, m'emmène à vraiment insister sur le fait qu'il existe bien un féminisme, ou en tout cas il existerait,
tout est fait pour qu'il existe un féminisme à l'africaine. Mais j'ajoute tout de suite rapidement pluriel, puisque si je parle de cette analyse-là, si les réalités sociopolitiques et historiques ont un impact, il n'y a aucune raison que le Sénégal ait les mêmes réalités que concrètement, puisqu'on parle au quotidien des individus, que le Gabon, parce que la religion, parce que la culture, on va parler d'habitus, les modalités, les agents de socialisation, la culture, les religions, etc., sont différents. Alors, et pour être concrète, je ne fais pas que fouiller dans la définition du féminisme, ni même les conditions de mise en place, d'apparition du féminisme. Je peux très facilement affirmer que dans la mesure où il existe un certain nombre de courants féministes dans certains espaces géographiques, enfin sous-espaces, on va dire, le terme est un peu impropre, d'Afrique, eh bien, il existerait effectivement un féminisme qui est porté par un certain nombre de courants qui sont connus. Hein, je veux parler de courants féministes qui nous viennent justement de l'espace anglophone de l'Afrique. Et je me retrouve dans mes notes, parmi lesquels il est reconnu qu'il existe effectivement un courant dit du maternalisme, hein, qui effectivement nous rappelle par certains points le féminisme occidental, hein, sous certains aspects, pas tellement son ancrage à la terre-mère, mais davantage les logiques de complémentarité, hein, qui peuvent exister entre l'homme et la femme, concevoir qu'on n'est pas dans le subversif complet, mais l'homme et la femme peuvent se compléter, etc., doivent évoluer dans une forme de partenariat, donc presque un équilibre et une équité. Il y a ce courant qui existe, qui est un courant africain du féminisme. Il y a ce qu'on a appelé, un peu bien comme chez nous, le féminisme de l'escargot. Et puis, il y a un qui, dans lequel je me retrouve bien, c'est celui qui porte donc sur les structures, hein, de la colonisation et néocoloniale, qui est celui qui va s'appeler le stiwanisme. Je l'indique parce que ces différents courants-là sont la matérialisation effectivement de courants de pensée. C'est important de dire que chez nous, le féminisme n'existe pas suffisamment par une pensée théorisée. Et c'est ce que l'Occident a réussi à faire par rapport à nous, parce qu'une grande partie des gender studies ont pour socle justement les considérations féministes. Or, nous, l'entrée même des logiques de genre dans les curricula, dans les conceptions même, dans nos modèles éducatifs, a fortiori dans l'univers savant, sont encore une vraie gageure. Ce qui fait que mettre en place des théories, des doctrines totales autour du féminisme, qui pourrait être un élément majeur de matérialisation de ces revendications, qui sont des revendications de la société civile. Le féminisme existe chez moi aussi au Gabon parce qu'il existe des associations, des OSE de la société civile qui se battent pour cela. On a alors, je regarde mon ami qui me fit l'amitié de m'inviter, j'ai travaillé sur l'appel des 1001. C'est une association féministe dans le champ politique, mais il y en a d'autres, un certain nombre d'autres qui sont
ou dans la société civile, qui sont logés dans la société civile et qui ont pour credo la défense des femmes, de la cause des femmes, hein, comme aurait dit Gisèle Halimi, avec chacun le créneau dans lequel elles vont s'exprimer. Donc, pour toutes ces raisons-là, donc, il existe ce féminisme africain qui a ses acteurs dans la société civile, mais qui a aussi, et c'est peut-être, alors c'est un de mes champs de recherche, qui a aussi comme autre acteur, parce que, et là, je vous indique que Judith Butler est un auteur que j'affectionne, et c'est elle qui rappelle aussi que on n'a pas besoin, mais bon, c'est un courant, on n'a pas besoin d'être une femme pour être, entre guillemets, féministe. Il existe donc aussi, j'allais dire, ce serait trop dire personnalité morale, mais enfin, chez nous, on a observé ces dernières années le développement d'un féminisme d'État. On n'a rien inventé, hein, ce sont des réalités qui se retrouvent en Europe du Nord, avec les fémocrates, enfin l'entrée des fémocrates, ça c'est un mouvement qui fait une forme d'entrisme, hein, dans les espaces de pouvoir. Mais même en France, il existe effectivement une part de féminisme d'État qui permet qu'un certain nombre de politiques publiques puissent avoir pour cadre, pour raison d'être, la cause des femmes. Donc, voilà, brossé, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire plus. C'est ce champ dans lequel moi, j'ai travaillé, effectivement, face, alors on va dire à la faible visibilité, mais peut-être le défaut, le déficit de masse critique, hein, des entités, des femmes qui s'affichent et qui s'affirment féministes, du fait notamment des cultures, du fait notamment du regard, du fait notamment des réalités familiales. Eh bien, heureusement ou malheureusement, des entités telles que l'État viennent en renfort pour donner un sens au féminisme. Ça peut paraître paradoxal, puisque effectivement l'État, enfin quand je dis l'État, les gouvernants ont pour mission justement d'améliorer les conditions au finish des populations. Mais comment ne pas noter que nous qui sommes habitués à la neutralité de genre des politiques publiques, je doute que ce soit différent dans vos pays, mais les politiques publiques chez nous n'ont pas du tout de sexe. Et là, effectivement, c'est le référent, on va dire, féminin. Les mesures vont toujours être prises, les bénéficiaires, les cibles, par rapport à une approche qui n'est pas sexo-spécifique. Ben, dans un tel contexte, il n'est pas inutile de relever que l'État a développé, au-delà de l'argument, entre guillemets, de vente et de propagande. Est-ce que j'ai passé mes 10 minutes? Je peux arrêter, hein, et puis continuer ensuite. Je suis certaine d'avoir passé mes 10 minutes. Oui, effectivement. Alors j'arrête et je pourrai Après, on te remplacer. reprend. D'accord. Après, on te reprend. On va laisser la parole à Mariam. Oui, encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à Madame Dia et merci beaucoup à Chantal pour cette première partie intéressante. Et comme elle a dit, c'est une thématique qui est très intéressante et je crois que nous faisons bien d'en discuter cet après-midi en espérant pouvoir apprendre de nouvelles choses. Alors moi, je vais répondre à la question en faisant un peu une petite revue de l'évolution des organisations ou bien des mouvements de femmes qui ont pris en charge les questions qui étaient relatives aux droits des femmes. Comment est-ce que ces mouvements-là ont évolué dans le temps, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal en particulier, et si ces mouvements-là considéraient ou bien avaient les mêmes. Alors, on sait déjà que
les mouvements de femmes organisés, structurés, se sont affirmés et se sont développés en Afrique à travers de nombreuses associations et groupements de femmes. Je vais prendre quand même comme repère la période après les indépendances, même si elle se retrouve dans une histoire qui serait peut-être beaucoup plus longue que ça. Et donc, ces mouvements-là se regroupaient essentiellement des femmes intellectuelles, professionnelles, militantes ou engagées dans des groupes locaux, dans des alliances autour de combats communs. Ils développaient des analyses par rapport à l'impact des politiques sur les femmes, sur les besoins des femmes en matière de conditions de vie et de droits humains. Mais ils gardaient quand même une certaine distance avec les perspectives du féminisme occidental. Et il faut souligner aussi que l'Afrique est un continent aux expériences historiques et culturelles qui sont diverses, aux contextes politiques, économiques et sociaux tout aussi variés. Et les histoires des femmes, comme celles des peuples de façon générale, reflètent et continuent aussi de refléter cette diversité, et cela même avec les processus de globalisation ou bien de mondialisation. Donc, les histoires des femmes étant comme celles des peuples, plus spécifiquement à l'Afrique de l'Ouest ou au Sénégal, comment est-ce que je peux dire? Malgré cela aussi, les femmes, à travers ces mouvements, ont pu, de façon assez propre et originale, se regrouper et travailler ensemble, échanger des solidarités et surtout essayer des problèmes qui semblaient être leurs problèmes propres en fonction de leur origine, statut social, etc. On s'est rendu compte que dans les années 60-70, beaucoup de ces associations-là commençaient à se positionner dans le dialogue et à former un bureau, à élire des présidentes, une trésorière et à rassembler des membres. Elles ont quand même essayé d'occuper l'espace public sans accéder au pouvoir des décisions. Et à cette époque-là, il leur était un peu impossible de discuter des rapports hommes-femmes en raison du discours politiquement correct qui était plus associé au combat contre l'impérialisme. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont quand même jugé important de refuser l'étiquette féministe, même si après, on verra, il y aura un changement. Ce qui fait que par rapport à la définition que Chantal a donnée tout à l'heure de ce qu'était le féminisme, c'était un peu paradoxal dans la mesure où, même si elle refusait l'étiquette féministe telle définie dans la théorie occidentale, elle réclamait de meilleures conditions de vie, de santé, d'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à une certaine progression dans l'échelle de la fonction publique, à des meilleures conditions de vie en tout cas. Et donc, elle refusait l'étiquette féministe, mais dans la définition que nous avons du féminisme, elle menait ce combat-là par elle et pour elle. Et ensuite arrive la décennie des Nations Unies pour les femmes, qui a été un moment assez déterminant. Et les associations, mouvements de femmes en Afrique ont pu se rencontrer à un niveau local et international. Et cela a été une certaine prise de conscience de l'opportunité qu'elles avaient de mener des actions ensemble et de profiter d'une certaine visibilité qui était naissante pour faire avancer leurs préoccupations. Ce qui a fait qu'il y a eu une certaine explosion des associations, des mouvements, des groupements d'intérêt. Toujours, elles n'ont toutefois pas forcément dénoncé le système patriarcal ou questionné la culture par rapport à leur positionnement à cette époque-là. Elles ont juste, au Sénégal en tout cas, dénoncé quelques pratiques qui étaient jugées excessives, telles que les dépenses lors des cérémonies, etc. Ce qui s'explique un peu en partie par le fait qu'à cette époque-là, tenir un certain discours qui soit critique envers les hommes, envers le patriarcat, ne serait pas approprié parce que ça reviendrait à nier un peu les rapports de complémentarité qu'on nous vendait à cette époque-là entre les hommes et les femmes et dont les femmes elles-mêmes se prévalaient dans l'ensemble. Cela n'empêche pas toujours qu'il y avait des enjeux qui étaient propres aux femmes et qui étaient pris en compte par les femmes-là. Après, est-ce que ces enjeux étaient tous féministes? Je ne sais pas. C'est un débat auquel nous sommes toujours confrontés et qui a la légitimité ou bien la compétence pour définir ce qu'est le féminisme, qui doit
dire que tel ou tel combat se retrouve dans le féminisme, c'est un autre débat. Pourtant, ce qui a lieu de retenir, c'est que ces femmes-là, à travers leurs différents mouvements, à travers leurs différentes organisations, se sont battues, se battent pour l'amélioration de leurs conditions, même si elles ont recusé un peu le statut ou bien l'étiquette féministe que d'autres revendiquaient. Et certaines revendications, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient liées plus à la confrontation homme-femme au système patriarcal, étaient perçues comme une préoccupation des féministes du Nord, alors que les Africaines, les Sénégalaises avaient d'autres priorités. Ce qui nous amène au point de dire que ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes combats que nous n'avons pas un féminisme ou bien des féminismes en Afrique. Il y avait des divergences qui se retrouvaient dans la façon de mener le combat, ce qui était un peu lié à l'histoire, à la culture, au contexte socio-économique et tout ça. Donc, il fallait qu'il y ait une certaine prise de conscience de la différence des besoins et des priorités en fonction du contexte. Et pour ce, les Africaines, elles n'ont pas cessé de dire qu'elles vivaient dans des contextes différents, que leurs objectifs n'étaient pas forcément les mêmes. Pour donner quelques exemples, quand les féministes occidentaux dénonçaient à un certain moment le patriarcat, c'est l'homme qui, c'est l'homme que, les Africaines répondaient plus que le patriarcat, c'est bien gentil, mais qu'elles avaient d'autres préoccupations. Si on prend par exemple les femmes noires qui étaient aux États-Unis à cette époque-là, leurs préoccupations étaient plus tournées vers la division internationale du travail qui était inégale, qui les opprimait et qu'elles voulaient combattre à ce moment-là. Et pour elles, ces Africaines noires, qui étaient soit dans d'autres colonies ou bien même en Afrique, l'homme blanc était plus l'ennemi principal que l'homme noir. Et donc, elles ne s'attaquaient pas systématiquement au système patriarcal et ne voulaient pas dénoncer ou bien ne sentaient pas la nécessité de dénoncer cette inégalité homme-femme. Ce n'était pas leur combat à ce moment-là. Et un autre exemple qui fait que même s'il y a un féminisme en Afrique, les préoccupations n'étaient vraiment pas les mêmes, les combats n'étaient pas les mêmes. C'est à la Conférence mondiale des femmes de Copenhague, lors des discussions sur la sexualité et la liberté sexuelle, les mouvements africains ne voyaient pas pour elles la pertinence de discuter de liberté sexuelle si on sait qu'à cette époque-là, leur priorité, c'était de ne pas, ce n'est pas de réclamer une certaine liberté sexuelle, mais d'avoir un certain contrôle, par exemple, par rapport à leur fécondité, à leur naissance, d'avoir des solutions par rapport au taux de mortalité mortalité maternelle et infantile qui était assez élevé. Et donc, on a un féminisme en Afrique qui a toujours des combats différents par rapport au féminisme occidental de façon générale. Et ce n'est pas un féminisme qui est né en réaction ou bien en opposition à un féminisme occidental. C'est un féminisme qui se construit pour lui-même par rapport à leurs préoccupations, comme je l'ai dit, qu'il faut conceptualiser. Et elles ont pris conscience des spécificités de leurs préoccupations et ont voulu tenir cette certaine distanciation-là avec le féminisme occidental qui tenait pour elles un discours arrogant, pensait avoir des solutions à tout et c'est pour ça qu'elles se sont un peu démarquées. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore du temps. J'espère pouvoir revenir sur d'autres aspects de la question à la suite des discussions. Merci. Merci à toi, Mariam. Tu aurais pu un peu continuer, hein, tu avais encore un peu de temps, mais c'est pas grave, on va donner tu avais encore 3 minutes, mais c'est bon. On va te revenir. Tu as développé des points intéressants et puis qui vont nous permettre certainement d'écouter Manuela Descoline afin qu'elle puisse y revenir si elle veut, sinon dérouler son plan tel qu'elle l'avait conçu. Alors bonsoir Manuela. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je m'excuse du léger retard dont j'ai dû accuser au début de ce panel, mais je suis extrêmement ravie de me retrouver
échange avec vous. C'est pas vraiment là au début. Je pense que je vais donc rattraper et donc continuer sur les interventions de Madame Adesolo et de Madame Cissé également. Sur la question, premièrement, de savoir est-ce qu'il y a un féminisme africain. Enfin, je pense qu'ils ont déjà répondu en disant qu'il y a des féminismes africains. Et du coup, mon intervention d'aujourd'hui, en fait, j'ai envie maintenant, on a vraiment réussi grâce à elle à brosser un peu le tableau sur le continent. Et moi, j'ai juste envie de faire peut-être un petit focus par rapport à mon pays, le Togo, un peu comme une étude de cas maintenant. Et étant donné que je me définis avant tout comme une jeune femme togolaise de 24 ans, qui a une réalité sociale quand même bien particulière, en fait, je suis consciente aussi de faire partie d'une certaine classe sociale qui me permet en fait d'avoir certains choix, mais également d'avoir pu avoir une éducation assez internationale entre le Togo, la France, le Brésil et le Sénégal également. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, j'ai un bon mix que je souhaiterais du coup mettre un peu qui, pour moi, je suis aussi à préciser que ma voix ne représente pas la voix des féministes du Togo ni des jeunes femmes du Togo qui ont aussi, au sein des pays même, des réalités locales extrêmement différentes également. Donc, pour commencer, en fait, j'ai juste une petite anecdote. Enfin, au début, j'ai failli être un garçon. Lorsque j'allais naître, mes parents, en fait, pensaient que j'étais un garçon parce que tout simplement, je pense qu'en Afrique, on a pas mal de formes de préjugés ou de superstitions. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, on peut dire que lorsque l'enfant bouge beaucoup, il va s'agir d'un garçon, ou lorsque la femme mange un certain type d'aliment, en fait, ce sera un garçon. Donc, à la surprise générale de mes parents, en fait, c'est une petite fille qui est née. Et je pense que je suis née dans une famille où on n'est que des filles avec des parents entrepreneurs. Et je pense que déjà, d'une part, cela a vraiment axé la vision que j'ai par rapport à ces questions. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, ce dont j'aimerais discuter avec vous et ce dont je pense qu'il convient également de voir dans ces questions sur les féminismes africains, c'est donc avoir ces discussions ouvertes en tant qu'une jeune femme africaine, mais avant tout togolaise du 21e siècle, pour voir aussi quel regard je porte sur ma société, mais également comment est-ce que j'essaie, entre guillemets, de d'en détacher pour être reconnue, non pas seulement comme une femme africaine, féministe ou pas, mais avant tout être reconnue comme un être humain intelligent avec un potentiel pour le développement de son continent. Et premièrement, alors, lorsque j'analyse un peu la société d'où je viens, donc le Togo, lorsqu'on prend avant tout une approche un peu plus socio-historique du genre, on se rend compte que d'une part, dans nos sociétés traditionnelles, le Togo également est une société patriarcale, où on a donc ces deux divisions de la société avec un rôle donné aux femmes et un rôle donné aux hommes. Les femmes qui vont toujours devoir occuper la sphère familiale, la sphère privée et le domaine public qui est donc réservé aux hommes, on dira. Et aussi, ce qui est intéressant également, dans certains rites en fait traditionnels de certaines ethnies togolaises, on a encore ce phénomène qui persiste. Par exemple, dans une ethnie, l'ethnie Kabylie dans le nord du Togo, il y a la cérémonie qui s'appelle... Ah, c'est bon? Merci. Donc, dans l'ethnie Kabylie du Togo, par exemple, il y a des rites de tradition à la puberté des jeunes. Et donc, pour les filles, donc, il y a la cérémonie d'Akpima, à laquelle, en fait, on s'attend à ce que les filles démontrent avant tout leur qualité de jeunes filles dignes d'être de bonnes femmes. Et pour les garçons, en fait, c'est une cérémonie de lutte traditionnelle où on attend que le garçon, en fait, démontre sa force physique, sa vaillance et aussi son courage. Donc, on voit déjà que dès la société, en fait, on a ces distinctions qui sont bien faites. Et de là, on peut déjà commencer à parler, on va dire, de différenciation selon le genre des jeunes au Togo, selon le genre des enfants. On va s'attendre à certaines choses différentes dans la société de leur part. Et il faut également noter donc l'influence de la religion. Au Togo, on a 40% de la religion, le christianisme donc prédomine à 40%, mais cette religion a aussi un impact en fait, donc avec toute la religion chrétienne qui tend à donc classifier aussi la femme qui doit être soumise à l'homme. Cela joue énormément. Et cela, je tiens à préciser que cela peut être également balancé par nos religions traditionnelles, parce que le Togo aussi est une terre du religion du vaudou. Je sais que le vaudou, on l'associe énormément au Bénin, mais alors qu'au Togo, en fait, dans la religion vaudou,
on est toujours sur cette idée de complémentarité. Dans la religion vaudou, on va avoir des femmes prêtresses, en fait. Tout ça pour dire que je pense qu'originellement parlant, sur la question du féminisme africain, je pense que dans beaucoup de pays, en tout cas, on avait cette base où la femme était avant conçue comme, certes, garant un peu de la sphère familiale, mais avant tout complémentaire à l'homme. Et c'est avec, du coup, aussi l'influence de la colonisation, de l'éducation coloniale aussi, qui renforce le rôle des femmes à la sphère familiale, qu'on ajoute encore cette sphère et cette oppression politique. Et pour moi, sur les questions de féminisme, autant que de genre, ce qui prime avant tout, c'est les questions de pouvoir, c'est les relations de pouvoir entre l'homme et la femme. Mais dans le cas togolais, en fait, je dois dire que c'est une société aussi assez paradoxale, parce qu'on va voir aussi au moment des indépendances, il y a énormément de choses qui vont être portées par les femmes. Déjà, d'une part, pendant la colonisation, les femmes ont été une des premières à donc, asseoir un réel mouvement de révolte face au pouvoir colonial avec une révolte des femmes dans le marché de Lomé. Et également, en fait, on a un grand pouvoir économique qui est né avec un peu les Nana Benz. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est donc des revendeuses de pain, pardon, qui au fur et à mesure vont acquérir en fait un réel pouvoir économique et qui vont et notamment intervenir au moment de l'indépendance. Elles vont réussir à contribuer, à financer également certains partis politiques. Donc au Togo, on a toujours eu donc la femme qui est certes reliée à la sphère familiale, mais la femme a toujours eu également une très grande place dans l'économie. Et avec ce mythe aussi des Nana Benz, on s'est toujours dit que la femme peut avoir une place politique et économique. Mais malgré cela, en fait, et puis aussi, je tiens à préciser un fait dont je suis quand même un peu fière, dans la sous-région, le Togo actuellement, le premier pays à avoir donc une femme Premier ministre, actuellement également la présidente de l'Assemblée nationale est également une femme. Donc je pense que dans notre société contemporaine, on arrive de plus en plus à pousser en fait et à reconnaître la place de la femme, mais d'une part dans la sphère politique. Dans la sphère économique, il y a encore d'énormes progrès à faire et c'est de là qu'on va commencer à parler aussi de tous ces mouvements, je ne dirais pas pour l'instant féministes, mais avant tout des associations féminines. C'est quelque chose que je développerai un peu plus tard, mais malgré ces problèmes-là, quelles sont les actions que ces associations vont combattre? Donc avant tout, il y a toujours la question de l'inégalité qui sont présentes et la première inégalité, on la voit dans l'éducation. Malheureusement, aujourd'hui, même si au niveau du primaire, les élèves, autant filles que garçons, ont plus ou moins les mêmes chances d'accéder à l'école, on se rend compte que plus on va aller plus loin au niveau scolaire, en fait, et moins on va retrouver de femmes, notamment dans les filières scientifiques, ce qui est un premier problème. Et le second problème est toujours celui des questions de violences sexuelles qui vont perdurer et qui vont le plus toucher les femmes. Il y a toujours ces questions en lien avec l'autonomisation économique, également le leadership politique qu'on doit avoir. Et c'est assez, en fait, problème que les associations de femmes vont essayer de répondre. Et il y a premièrement quelque chose qui est de dire, je pense qu'au Togo, et vous me direz également peut-être dans vos pays respectifs, en fait, on a cette peur du mot féministe. Le mot féministe est vu avant tout comme une forme de danger, d'insulte. Et je sais que beaucoup de femmes vont dire qu'elles sont dans des associations féminines qui défendent la cause des femmes. Mais dès qu'on va dire « je suis féministe », en fait, la vision encore de la femme africaine féministe est de celle qui ne respecte pas son mari et de celle qui fait peur aux hommes, en fait. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on doit avoir tendance à déconstruire. Et là, lorsque je me place, en fait, en tant que jeune femme de 24 ans du 21e siècle, à l'heure des réseaux sociaux, je vois l'influence que les réseaux sociaux et les mouvements féministes internationaux ont également sur ma société. Lorsque, par exemple, il y a eu en France et dans le monde un mouvement MeToo, les réseaux sociaux et aussi tous ces échanges ont donné lieu également au Togo au mouvement Non c'est Non. On a de plus en plus de jeunes femmes qui aujourd'hui vont réussir à s'affirmer, à dire « je suis féministe ». On va remarquer qu'elles le font généralement sur la toile. Alors que des féministes de la première génération
rencontrer plus, aller plus au-delà, à la rencontre des jeunes femmes pour parler avec beaucoup de plaidoyer. Maintenant, on a beaucoup, d'une part, qu'on peut avoir et d'avoir moins peur de s'exprimer, mais d'autre part aussi, on a certains liens qu'on est malheureusement en train de perdre également. Et je pense aussi que ce sont tous ces éléments en fait qui doivent permettre, qui sont en train de permettre à ce que lorsqu'on dit féministe, en fait, on a moins peur. Mais il y a une chose que pour moi est extrêmement importante qu'on doit intégrer dans le discours. Je suis contente parce que dans les personnes présentes, je vois qu'il y a un de mes amis, un jeune homme camerounais qui est également ici et qui nous suit aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, dans la discussion sur le féminisme, autant en Occident, mais également en Afrique, en fait, on tend souvent à oublier le rôle crucial que les hommes ont. Et je me dis justement dans ce panel, peut-être j'aurais aimé peut-être aussi qu'on retrouve en fait avoir la vision d'un homme pour s'exprimer sur ces sujets-là, car les hommes avant tout, ils ont peur et les femmes aussi, malheureusement, on est pour nous cette complémentarité avant tout notre force aussi, de pouvoir dire que l'homme est l'allié de la femme et non c'est son ennemi, c'est quelque chose sur quoi on doit s'appuyer pour pouvoir aller de l'avant ensemble. Et je pense aussi que sur des questions plus, on est dans un monde tellement ouvert aujourd'hui et je suis extrêmement heureuse de voir que dans ce panel, on a des femmes docteurs en sciences politiques. Et je pense que sur la question de la femme, il faudra également beaucoup les étendre à tout ce qui est domaine et technologique également, la place de la femme dans l'économie actuelle. Parce que pour moi, sans ce pouvoir politique aussi et ce pouvoir surtout économique, on ne parviendra malheureusement pas à pouvoir porter tout haut ces revendications.